James Lyon, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Raman. Vous êtes venu avec un ouvrage, vous avez devant vous, que j'ai aussi d'ailleurs, qui s'appelle Une histoire de la musique suisse, réflexion sur la culture helvétique. Alors je suis allé dans ma bibliothèque parce que j'ai deux ouvrages en allemand qui s'appellent Schweizer Musikbuch et Schweizer Musikerlexikon, qui sont signés d'un collectif, mais pour celui-ci de Willy Schuh. Oui. Alors si je dis Willy Schuh, Oui. c'est une Oui. histoire bien lointaine, puisque ces deux ouvrages sont parus en 1939, En effet. donc il y a 85 ans. Et entre le vôtre et ces deux ouvrages, donc, il n'y a pratiquement pas eu de travail, de livres un petit peu fouillés sur la musique suisse. Pourquoi? Alors ça, c'est la grande question, parce qu'effectivement, dans les histoires générales de la musique suisse n'est guère citée, ou alors on parle de Honegger, de figures comme celle-ci, qui sont assez emblématiques, je suis d'accord, mais ça ne règle pas la question. Et en effet, les travaux de tous ces grands musicologues suisses-alémaniques que vous venez de citer, je pense aussi à Edgar Refart, tous ces gens auxquels d'ailleurs je rends hommage ici, parce que cette musique suisse, ce n'est pas juste une partie du pays, la Suisse romande, c'est l'ensemble de la Confédération. Si j'ai pensé à écrire ce livre, c'était un peu une gageure, c'est vrai. Malgré tout, ça s'appuie sur quelque chose de concret, car quand j'avais un âge plus jeune, j'ai eu la chance de jouer en musique de chambre, en tant que violoncelliste, beaucoup de compositeurs suisses. Parce que vous êtes suisse vous-même. Parce que je suis suisse moi-même, je suis né à Lausanne, et j'avais travaillé avec une pianiste dans le dessin, justement à cette époque-là, dans les années 80, déjà de partir à la découverte de ce répertoire de sonates pour violoncelle et piano en l'occurrence. Et c'est ainsi que j'avais rencontré Bernard Reichel, qui était une figure tout à fait remarquable, lui-même élève de Hermann Suter, un compositeur que je traite ici assez abondamment. Et puis d'autres figures comme Edward Steinfli, qui était un Bernois mais établi à Berlin et qui avait écrit pour mon duo une œuvre assez compliquée, je dois dire, dans un langage de décaphonique, mais dont la personnalité était très intéressante d'un point de vue culturel. Et puis ensuite, j'avais eu la chance aussi à Zurich de rencontrer Armin Schibler. Donc, mais à cette époque, il n'était pas du tout question pour moi d'écrire un ouvrage, d'autant que j'avais surtout une activité d'interprète. Et c'est avec l'âge, après avoir publié d'autres ouvrages, sur la musique anglaise notamment, et puis aussi sur Pestalozzi et la musique, là on se rapprochait de la Suisse, et aussi de la Suisse alémanique, puisque Pestalozzi avait un contact très étroit avec Hans-Georg Nägeli, qui est quand même une figure aussi très importante, chorale et pédagogique, assez oubliée également. Et c'est ça le problème, c'est qu'au fond, tous ces gens dont je parle ici, je crois, pour la plupart, mis à part Franck Martin, ou peut-être justement Honegger, ou Gustave Doré, grâce à la fête des vignerons, la plupart sont absolument oubliés. Et si on n'avait pas la remarquable collection de disques publiés justement à la fin du XXe siècle par la communauté suisse du travail, tous ces disques vinyles, un trésor discographique extraordinaire, je n'aurais pas pu accéder à ces œuvres. Parce que parler de la musique suisse sans l'entendre, c'eût été un peu fort de café. Moi, ce qui me frappe à vous écouter comme ça, vous avez cité d'abord beaucoup de noms suisse-alémaniques. Oui. Et bon, vous êtes roman, oui, et vous habitez la France, donc plutôt vraiment francophone. Oui. Et je pense que ça a été un des principaux problèmes jusqu'à présent, c'est Oui. qu'il faut choisir. Oui. Pour ma part, j'ai été confronté à ça parce que j'ai fait aussi un travail sur la musique suisse, mais sous forme d'entretien avec des compositeurs. Oui. Il faut toujours choisir, dire attention, il faut tant de romans par rapport à la proportion d'habitants de chaque région. Et puis, il faut quand même ménager les susceptibilités, parce que ce sont des gens qui sont quand même très présents. C'est des gens que vous allez rencontrer peut-être comme ça dans la rue. Est-ce que vous vous êtes senti plus libre d'une certaine façon lorsque vous habitez assez perdu derrière la Bourgogne? Oui, c'est vrai que je ne risque pas de rencontrer dans la rue des compositeurs suisses vivants, en effet. Mais non, je crois que
là, j'ai cité spontanément des alémaniques, parce que c'est vrai que dans le domaine symphonique notamment, je trouve qu'il y a des figures remarquables, mais je traite les romans aussi assez abondamment, il y a des parties assez équilibrées au fond, mais je n'ai pas calculé, je n'ai pas fait de pourcentage, de statistiques. C'est venu comme ça. Vous savez, c'est 10 ans de travail hein, quand même. Ça s'est pas fait comme ça. Et au départ, j'étais pas du tout sûr d'être publié, au fond. Et quand Slatkin s'est montré intéressé, alors ça a provoqué en moi un peu un électrochoc. Il a fallu que là je fasse un travail encore plus approfondi parce que je voyais bien ce que vous avez fait voir avec ces ouvrages vénérables que j'avais une sorte de responsabilité. Il fallait pas faire n'importe quoi. Alors, je me suis mis à la tâche. Je me suis donné un temps de réflexion. J'ai aussi dit que je ne pouvais pas me presser parce qu'il fallait que je réfléchisse à faire quelque chose qui justifie le fait que cette musique existe. C'est pour ça que je la situe dans un contexte culturel, historique, politique, psychologique, d'où le fameux concept de musique confédérale, car pour moi, la Suisse est un exemple unique dans ce domaine-là, démocratique, je dirais, et comme rien ne tient sans l'aide de quelque autre domaine, c'est une pensée un peu plus holistique que la musicologie conventionnelle, je dirais. Alors là, je me suis dit qu'il fallait que j'articule. C'est comme un puzzle finalement, dont toutes les pièces étaient détachées dans tous les sens. Il fallait reconstituer l'image. Et je pense que j'ai commencé à la reconstituer. Je n'ai pas prétendu ici l'avoir complètement reconstituée. Je pense que j'aimerais que d'autres s'y mettent aussi, parce que on peut encore écrire sur la musique en Suisse, car elle existe, comme la Suisse existe aussi comme pays, avec une pensée particulière, un système de démocratie directe, par exemple, qui est tout aussi étonnant, une histoire qui s'est forgée sur le long terme, où verticalité et horizontalité sont quand même aussi relativement équilibrées. Il y a un ton suisse, mais ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des gens comme Karl Neff, par exemple. Alors, vous voyez encore la Suisse alémanique, finalement. Alors, pourquoi? Peut-être y a-t-il en Suisse alémanique, dans le domaine intellectuel, que je traite aussi à la fin du livre, les intellectuels suisses, c'est-à-dire des chercheurs, musicologues, historiens, poètes, littérateurs, qui ont essayé de comprendre. Je ne suis pas sorti d'un chapeau, hein. J'ai beaucoup bénéficié là de gens remarquables que je remercie dans le prélude d'ailleurs. Et si j'ai terminé avec un compositeur vivant, effectivement, je suis tombé aussi sur un Suisse alémanique, mais je n'ai pas fait exprès. En fait, j'ai eu la chance de le rencontrer par, je dirais presque par hasard, parce que j'ai entendu une de ses œuvres qui m'a fasciné. Je me suis dit, on peut encore écrire à partir du mode de Fa, de Alphorn, sans faire d'une espèce de folklorisme, si vous voulez. C'est quelque chose d'original. Je l'ai rencontré et donc on a eu un échange qui m'a beaucoup apporté sur le plan de la réflexion aussi. On est juste dans le vif du sujet, James, parce que justement, qu'est-ce que c'est que la musique suisse? Oui. Est-ce qu'il y a, par exemple, une forte influence de la musique traditionnelle? Comment on pourrait la trouver chez Dvorak pour la musique tchèque, tout à fait. Sibelius pour la finlandaise, enfin bref, je ne vais pas tous les citer, Bartók et tout ça. Non. On n'a pas ça totalement. Non, il y a bien des gens qui ont écri pour, surtout pour Hanne Brett par exemple, oui, tout à fait. ou pour Cordezal, oui. Mais c'est un peu anecdotique quand même. Oui, c'est très difficile, c'est un sentiment, comment on pourrait... Je ne peux pas rationaliser ça, il y a quelque chose là, une étudiante que j'ai rencontrée récemment m'a dit, on sent que il y a beaucoup de vous personnellement dans ce livre. C'est pas académiquement parlant peut-être très orthodoxe, parce que je m'investis dans l'idée vraiment que ça existe, que ce ton, Schweizerton, vous voyez, je le dis en allemand, existe. C'est vrai, je montre aussi dans le premier chapitre des sources qu'il y a un folklore suisse, mais qu'il y a aussi un folklorisme. Et je vois bien dans ce que vous me dites là, que vous faites allusion plutôt au second terme qu'au premier. Et il y a des compositeurs, par exemple, je pense à Fritz Brunn, que le chef d'orchestre Adriano m'a fait aussi connaître un peu plus avant, dont les symphonies sont pour moi
comme un tableau de Hodler, si vous voulez. Et pour moi, Hodler, c'est aussi un peintre suisse. Pourquoi il est suisse? Pourquoi Gustave Roux est aussi suisse? Enfin, vous voyez, Ramu, j'essaie de tisser comme ça des relations un peu improbables presque, mais qui me semblent pertinentes dans la mesure où il y a le lien au sol, au paysage, mais un lien un peu comme l'aurait défini Novalis ou le philosophe Schelling, quand il parle par exemple du lac, et qu'il dit que le lac, zé, c'est comme zèle, l'âme. Et là, ce sont ce type de correspondance. Peut-être qu'il y a une sorte de mystique, la mystique alpestre, mais ça c'est Paul Budry qui le dit. Vous savez, je pense que je dois à beaucoup de gens de ce pays, dont j'ai senti qu'ils étaient investis dans cette démarche. Et j'ai un peu continué leur quête, au fond, et dont je pense qu'elle doit être poursuivie. J'aimerais que ça donne naissance à d'autres recherches. Cela dit, si je pense à Fritz Braun, là j'entends une musique alors que personne ne joue plus, même l'orchestre symphonique de Berne, je n'ai jamais vu qu'il jouait une symphonie de Braun. J'ai réécouté ses symphonies, son concerto pour violoncelle par exemple, etc. Sa musique chorale aussi sur les textes de Goethe. C'est à la fois universel et suisse. Parce que suisse, attention, c'est pas une musique nationale ou nationaliste. C'est une musique qui s'ouvre aussi sur l'extérieur, donc dans l'universel, mais qui reste imprégnée dans cette relation privilégiée qu'elle a avec le génie du lieu. Le génie du lieu, c'est aussi le génie du son, ici et maintenant. Mais unité dans la diversité, parce que si je vais à Appenzell, ce sera encore autre chose, et si je vais à Genève, ce sera encore autre chose, mais il y aura quand même quelque chose de commun. Vous dire quoi? Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de gravité qui peut-être est en résonance avec l'atmosphère des montagnes, par exemple, Oui, le côté inquiétant des exactement. montagnes? Ça, c'est très juste. Et si on prend le groupe des six, Oui, très souvent on entend, ouais, enfin, le plus suisse, c'est Honegger. bien sûr. C'est aussi le plus allemand, le plus sérieux. Oui, c'est vrai. Par rapport à Poulenc, Ah ben oui, oui, oui. on ne voit pas Honegger Non. faire la Rhapsodie nègre. Et pourtant, il y a des œuvres d'Honegger qui Oui. sont aussi comme ça. Le Oui, Roi oui. Posol, Oui, c'est vrai. c'est pas vrai. très helvétique. Non, non, non. Et cette gravité, on la retrouve peut-être aussi pendant toute une période qui a suivi les deux conflits mondiaux, Oui. où la Suisse était à l'écart, mais peut-être précisément parce qu'elle était observatrice, elle ne se permettait pas les gaudrioles que, par exemple, Non. le groupe des Six a pu faire Non, juste non, à la sortie non, de la non. Première Guerre mondiale. Non. C'est un... Bon, alors là, vous touchez quelque chose de très important. Je ne fais pas de propagande religieuse, mais bon, j'ai quand même le chapitre 3 qui s'appelle la Réformation. Et quand même le protestantisme dans ce pays. Mais c'est un protestantisme que je ne vois pas sous l'angle calviniste, voyez-vous. Pour moi, il y a une figure qui me fascine, parce que c'est aussi une figure musicale extrêmement importante, c'est Zwingli. Bien que Zwingli n'ait pas été tout à fait favorable à la musique pendant le Gottesdienst, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il ne fallait rien entendre, mais parce qu'il prenait l'apôtre Paul au pied de la lettre, hein, Colossiens 3,16 en fait. Mais non, Zwingli, c'est un grand mélodiste. Le Pestlied, par exemple, c'est un ténor lead. Et quand on entend ça, il y a une très grande émotion. Et puis ensuite, on voit tous ces compositeurs qui ont suivi. Par exemple, Brunner, qui a fait une Passion selon saint Marc à la fin du XXe siècle, qui est l'héritier de Zwingli en quelque sorte, la boucle est bouclée. Et saint Marc, c'est pas l'évangile le plus facile des quatre. D'ailleurs, il y a très peu de compositeurs qui se sont lancés dans cet évangile. Donc là, ce que vous dites, c'est très pertinent parce que c'est le sérieux, mais un sérieux qui n'est pas moralisant, qui relève du tragique. Au fond, je retrouve là la tragédie d'Échille. C'est plus Échille et Sophocle qu'Euripide, si vous voulez donner des exemples de ce type. Et au fond, ce sérieux, c'est le protestantisme, mais un protestantisme musical, c'est-à-dire qui s'engage pour une musique des sphères, en quelque sorte, et qui doit aider dans les circonstances de la vie
malgré le fait qu'elle ne soit pas accessible à une liturgie directement. Et là, par exemple, me vient à l'esprit Pierre Viret. Alors là, on vient un peu à Lausanne, du coup, et qui, lui, avait beaucoup plus de goût musical que Calvin, et j'étais d'ailleurs beaucoup plus compétent dans le domaine, ce qui n'était en l'occurrence pas si difficile. Et quand il dit à Calvin en 1542, écoutez, cher ami, nos mélodies sont mieux que les vôtres, c'est-à-dire les mélodies de Lausanne, moi, ça m'a toujours fait rire. Et c'est vrai qu'en effet, elles sont mieux que celles de Genève, sauf qu'on ne les chante plus. Pourquoi? Voilà. Ça, c'est aussi pourquoi cette musique suisse est-elle négligée à tous les niveaux, que ce soit la monodie ou la polyphonie ou la musique symphonique. Pourquoi? James, on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus long. J'imagine. Mais on peut se retrouver. J'aimerais juste savoir, vous qui habitez la France, oui. Vous rencontrez aussi, vous avez enseigné en France. Oui. Quel est le compositeur que vous auriez envie de faire connaître à quelqu'un qui n'est pas suisse? Et je veux dire, voilà, dans ce livre, il y a un chapitre qui va t'intéresser ou qui va vous intéresser. Oui. Alors, 2 réponses. Si c'est le chapitre 4. Parce que là, je crois que j'ai vraiment... il fait 150 pages, alors c'est le plus long de tous. Il couvre vraiment tout l'espace géographique du pays. Et on m'a déjà posé cette question, et j'avais répondu Hermann Suter. Parce que c'est un compositeur pour lequel j'ai une affection, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est aussi un compositeur qui était allé diriger à Paris. Et c'était un très grand chef d'orchestre et de chœur, et qui a dirigé la musique non seulement suisse, mais aussi française, anglaise, allemande, bien entendu, autrichienne, mais qui avait une ouverture d'esprit dont j'aimerais bien que les chefs bâlois, bernois, zurichois actuels aient aujourd'hui la même ouverture, car il avait fait des orchestres de Suisse alémanique et des chorales les meilleurs de l'Europe. Alors ça, ce sont des personnes pour moi pour lesquelles j'ai presque de la dévotion. Et si Laudi, c'est quand même un chef-d'œuvre absolu, c'est un chef-d'œuvre malheureusement trop peu connu. Ah ben oui, ça c'est mais qui reste une des œuvres chorales du XXe siècle. Alors, je peux vous dire, pour conclure, que ce Laudi, je l'ai fait entendre en France dans une conférence que j'avais faite sur les musiques oubliées, en quelque sorte, et les gens avaient été... J'avais fait entendre la partie qui est consacrée au chant de la lune, qui, si je me souviens bien, est un mode de ré. Les gens étaient venus me trouver à la fin pour me demander la référence discographique. Donc, même en France, on avait été saisi par cette œuvre. Ce qui était bon signe. Maintenant, il faudrait peut-être que les interprètes se mettent à l'ouvrage. C'est assez difficile, hein? Je crois. Mais je sais, enfin je me souviens qu'il n'y a pas très très longtemps, un chœur de jeunes, avec un jeune chef, avec un orchestre de jeunes, s'est lancé là-dedans, et c'est une des versions les plus belles que je connaisse. Oui. Ah, étonnamment, on aurait pu imaginer qu'il faille nécessairement un chœur professionnel ou un orchestre professionnel. Ben non. Non. Il y a quelque chose d'assez troublant. Et c'est ce qui caractérise la musique suisse au niveau de la réalisation, c'est qu'il n'y a pas, la Fête des vignerons en est un exemple aussi, professionnel, amateur, il n'y a pas de concurrence. Au fond, c'est une complémentarité harmonieuse et les amateurs sont de qualité. Mais on a l'exemple du roi David. Ah, alors. Et du Nicolas de Flue aussi, de Honegger, qui est une œuvre malheureusement oubliée et qui est peut-être pour moi son chef-d'œuvre.